J'y crois plus. Makamboto Komona, je ne comprends pas le droit de l'homme. J'y crois plus. Les Nations Unies, J'y crois plus. l'Union Européenne, J'y crois plus. C'est la politique. J'y crois plus. Kapingi Tufuiri, Yogadi Tulu. Oh, je ne comprends pas. Ça c'est ma vie. Je vis ma vie. Je vis la nuit. Mais la politique, j'y crois plus. L'Union africaine, J'y crois plus. le franc CFA, J'y crois plus. la justice, J'y crois plus. l'égalité, J'y crois plus. C'est la politique. J'y crois plus. le mariage, J'y crois plus. la fidélité, J'y crois plus. la religion, J'y crois plus. C'est la politique. J'y crois plus. le président, J'y crois plus. le premier ministre, J'y crois plus. le deuxième ministre, J'y crois plus. le troisième ministre, J'y crois plus. la politique, J'y crois plus. 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 Que nos ancêtres bantous et tous les ancêtres de toute l'Afrique bénissent Youssou Band. Oui, mais Youssou Band, il a la voix. Hein? Youssou Band, j'aime beaucoup écouter Youssou Band parce que quand j'écoute Youssou Band, il me fait penser à Rafa Bonzeki et des artistes comme Youssou Band. Il n'y a pas deux. Mais Youssou Band, c'est une star. Youssou Band. Youssou Band. Il a la voix. Et tout ce qu'il dit, mais c'est la vérité. La politique, il a dit, j'y crois plus. L'Union européenne, j'y crois plus. La mascarade du franc CFA, j'y crois plus. Mais Youssou Band, il a la tête. Et je vais rajouter ça pour que Youssou Band puisse écouter. Hein? Alors, je vais faire un tout petit remix. Youssou Band va écouter le petit remix. Comme ça, il pourra faire un rubis par rapport à une affaire qui s'est déroulée chez nous, au Congo-Brazzaville. J'y crois plus, mais Youssou Band a tout à fait raison. Quand il dit la politique, j'y crois plus. L'Union africaine, j'y crois plus. Mais il n'a pas tort. Youssou Band, il a raison. Il a raison.
Et je veux faire un petit remix pour que Youssou Bond puisse comprendre ce qu'il devrait redire dans le deuxième remix. Remix, hein? Youssou Bond. That boy is Benny Hanna. Excusez-moi. Youssou Bond, un vrai artiste. Alors, il ne chante pas pour se faire immensement du fric et fric, mais c'est un artiste, un révolutionnaire. Il a dit ceci: la politique, j'y crois plus. Le franc CFA, j'y crois plus. Alors, l'Union africaine, j'y crois plus. Une mascarade de mafia. Alors, il tue immensément en Afrique. J'y crois plus. L'Union africaine, une mascarade, des détournements de fonds. La France-Afrique, une mafia plus dangereuse que celle de Pablo Escobar. Pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, j'y crois plus. L'Assemblée nationale, j'y crois plus. Le Sénat, j'y crois plus. Tous des menteurs. Il n'y a que les mallettes de la France-Afrique qui comptent. Tous des voleurs. La politique française, j'y crois plus. L'Union africaine, j'y crois plus. Toutes les ambassades de la communauté internationale, j'y crois plus. Les ambassades de la communauté internationale en Afrique, tous ont du sang du peuple africain dans les deux mains. J'y crois plus. J'y crois plus. La communauté internationale, j'y crois plus. Le système de la mascarade des droits de l'homme, pays de droits de l'homme. Comment on peut être un pays de droits de l'homme? Comment on peut avoir une place de droits de l'homme à Trocadéro et aller bombarder, faire du mal dans des pays en Afrique? Les États, comment ils peuvent aller faire du mal dans notre continent qui est l'Afrique? Mais je sais pourquoi. Alors, est-ce que je peux croire encore à cette communauté du son? Niet. La politique française, j'y crois plus. Alors, c'est ce que Youssou Bond devrait dire dans ses nouveaux styles de remix. Remix. Youssou Bond, le vrai artiste. Congo des Congos. La mafia. Je n'y crois plus. J'y crois plus à cette communauté mafieuse. La France. Depuis, la France a toujours fait du mal. Et au XXIe siècle, elle fait toujours du mal. Elle extermine le peuple noir gratuitement. La France fait immensement du mal. Alors, quand il s'agit, la droite, socialiste, la France en marche, le communiste, ils ont plus des problèmes entre eux. Tous, ils parlent de la même parole. Pourquoi? À cause du fric et fric. Alors, est-ce qu'il faut croire aux tueurs? J'y crois plus. Le système mafieux de la France, j'y crois plus. Leur système juridique, j'y crois plus. Tous des mafieux. Alors,
L'affaire des disparus du beach, elle est où? Ils ont camouflé l'affaire. Ils étouffent l'affaire. Depuis, hein, les Congolais demandent des résultats sur les disparus du beach. On les fait balader. La France. Alors, ils se disent pays de droits de l'homme, mais pays de la mort. Ils tuent, ils tuent. Congo-Brazzaville, RDC, ils tuent. Gabon, ils tuent au Cameroun. Et ils tuent partout. La France. Et c'est ce que Youssou Band devrait dire dans le remix. Mais dans le remix, Youssou Band doit refaire un remix. Et il doit dire ceci. Et Youssou Band, si tu as besoin de faire le remix, moi le Thier africain, je pourrais être dans le remix avec toi. Et nous allons remixer ensemble. Youssou Band, Ingeta, l'artiste Youssou Band, number one, Youssou Band, le vrai des vrais. That boy is Benny Hanna. Youssou Band, il a toujours dit niet à 8%. Il ne veut pas s'asseoir sur une table ronde avec 8%. Car Youssou Band a toujours dit, j'y crois pas. Le PCT, je n'y crois plus. Youssou Band, il a toujours dit ce qu'il pense. Le Thier africain, lui également, il a toujours dit ce qu'il pense. J'y crois plus. Voilà. Le système véreux d'une politique qui tue les êtres humains, j'y crois plus. La France-Afrique, j'y crois plus. Les États-Unis, j'y crois plus. Alors, la statue de la liberté n'est que une statuette offerte par la Loge de France, offerte aux États-Unis. La statue de la liberté représente que la Loge de France. La vérité doit être dite. Les Illuminati, vous verrez toujours l'œil qui voit tout. Dans le dollar, dans les immeubles, tout, il y a l'œil qui voit tout. Les Illuminati sont partout. Alors, voilà. Le système véreux des hommes Illuminati politiques, francs-maçons, j'y crois plus. Mais Youssou Band, l'artiste Youssou Band doit toujours le dire. Tous des mafieux, ils sont des... Mais attendez, ce sont des bureaucrates, mais des bureaucrates du sang. Ils aiment le sang africain. Ils aiment la chair humaine. Voilà pourquoi Ali Bongo, PDG des ordures, il tue toujours au Gabon. Crime rituel, c'est magnifique. Il faut donner du sang à la Loge de France. Il faut donner de la chair humaine à la Loge de France. Tous la nuit, ils vont sur une table de 600 à 700 personnes, pour manger la chair humaine et boire le sang humain. Et ils amènent une grande partie à Satan Lucifer, leur père. Car les hommes politiques, Illuminati, francs-maçons, ils aiment beaucoup Satan Lucifer, leur petit Dieu. Mais moi, le Thier africain, j'appartiens à Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. La vérité sera toujours dite. Alors, les hommes sur terre, quand vous dites trop la vérité, ils n'aiment pas la vérité, mais ils aiment le mensonge. Le mensonge leur fait tellement de bien. Parce que c'est tous des menteurs. Ils n'aiment pas la vérité, mais ils aiment le mensonge. Ceux qui disent la vérité, ils n'aiment pas. Ils kiffent le mensonge. Ils kiffent le mensonge. Alors, le mensonge, moi, le Thier africain, j'y crois plus. Ali Bongo, PDG des ordures, j'y crois plus. Paul Biya, porteur de couches, j'y crois plus. 8%, Sassou, le grand assassin criminel, j'y crois surtout pas, j'y crois plus. Non. Le PCT, tous des criminels, j'y crois plus. J'y crois plus. Voilà.
le remix de Youth Band. Le remix de Youth Band, voilà. Donc nous avons fini, voilà. Donc, mes chers amis, pour clôturer cette vidéo, là aussi il y a eu tellement la vérité sur les mascarades de la France. Les mascarades, parce que la France, ils savent bien jouer, hein. Ils savent bien jouer avec les mœurs de l'être humain. La France, oui, ils savent bien. Nous allons suivre le vrai président ivoirien qui est à la CPI. Laurent Gbagbo, un jour nous le verrons. Nous allons le voir un jour, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Laurent Gbagbo sera dehors. Et le jour quand il sera dehors, il va beaucoup faire sortir des secrets sur la France-Afrique. Vive le président ivoirien, le vrai de vrai, Laurent Gbagbo. Nous allons le suivre. Nous allons suivre Laurent Gbagbo. Nous allons les suivre. Nous allons suivre Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Laurent Gbagbo, le vrai président de la Côte d'Ivoire, détenu illégalement par le système mafieux de la France. J'y crois plus. De l'Afrique, une édition spéciale largement consacrée à l'ouverture du procès de Laurent. Nous allons suivre Laurent Gbagbo. Puisque c'est la première fois qu'un ex-chef d'État est jugé à la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé, son ex-ministre de la Jeunesse, est aussi poursuivi. Voilà, c'est parti. Je plaide non coupable. Merci. Et les deux hommes, vous l'avez entendu, ont donc plaidé non coupables des 4 chefs d'accusation: viol, meurtre, tentative de meurtre et persécution. Dans cette édition, nous reviendrons sur cette première journée d'audience avec Pauline Simonet qui suit pour nous le procès depuis La Haye. Et avec elle sur place, le secrétaire général de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Et avec moi, en plateau, Fanny Pigeot, journaliste et auteure de France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée, avec qui nous analyserons aussi le début de ce procès. Et nous verrons également comment ce premier jour d'audience a été perçu en Côte d'Ivoire. Mais pour débuter cette édition, nous rendons voilà. tout de suite à La Haye pour retrouver cette première journée de procès qui a débuté par ces mots non coupables. C'est ce que plaident donc Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Oui, et c'était le moment qui était attendu pour ce premier jour de procès à la CPI, lorsque Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont plaidé non coupables. D'ailleurs, tout le monde avait son souffle coupé au moment où l'ancien chef de l'État ivoirien s'est levé très lentement. Il avait des difficultés à se lever, et puis qu'il a prononcé donc ces quelques mots: je plaide non coupable, avec une voix assez frêle, un peu fragile, ce qui contrastait avec le ton très ferme employé par son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Et puis, la tension est un peu montée lorsque la procureur Fatou Bensouda a pris la parole, dénonçant des actes innommables qui avaient fait sombrer la Côte d'Ivoire dans le chaos. Fatou Bensouda qui accuse Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé d'avoir mis en œuvre un plan pour se maintenir au pouvoir par la force en attaquant des civils qui étaient considérés comme pro-Ouattara. Ça a suscité beaucoup de réactions dans la salle d'audience, puisqu'il y avait de nombreux pro-Gbagbo qui avaient fait le déplacement tant dans la salle, dans le public, qu'à l'extérieur de la salle d'audience où le procès était retransmis. Donc des pro-Gbagbo qui ont dénoncé un procès inique, partial, un procès qui s'annonce long, puisqu'il y aura 5000 éléments de preuve qui vont être présentés par l'accusation, 138 témoins qui vont être entendus. Et d'ailleurs, ce procès a déjà pris du retard, puisque normalement, on aurait dû commencer à entendre la défense dès ce vendredi. Et bien finalement, apparemment, on entendra la défense de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo seulement à partir de lundi. Merci Pauline Simonet. On vous retrouvera un peu plus tard dans cette édition en compagnie du secrétaire général de la Ligue des droits de l'homme ivoirienne.
Et c'est donc après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle en novembre 2010 que la situation a dégénéré en Côte d'Ivoire. Les camps Gbagbo et Ouattara revendiquant chacun la victoire. Il y a eu plus de 3000 morts en 5 mois. Retour sur cette crise post-électorale avec Laurent Bertécher. Des millions d'Ivoiriens se rendent aux urnes pour départager Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Nous sommes le 28 novembre 2010. La veille, une manifestation de l'opposition avait fait 3 morts, un événement qui présageait la crise à venir. Le 2 décembre 2010, la commission électorale indépendante met fin au suspense. Ouattara, Alassane, 54,10% des suffrages exprimés. Un résultat aussitôt invalidé par le Conseil constitutionnel qui proclame Gbagbo vainqueur. C'est le début d'un bras de fer qui divisera la Côte d'Ivoire pendant 5 mois. Aujourd'hui, la procureure de la Cour pénale internationale reproche à Laurent Gbagbo et à son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé-Goudé, d'avoir orchestré plusieurs massacres durant cette période. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, les forces de l'ordre ouvrent le feu sur des partisans d'Alassane Ouattara à Abidjan. 45 personnes sont tuées et 16 femmes violées. Le 17 mars, des obus s'abattent sur un marché peuplé du quartier d'Abobo et tuent une 60aine de personnes. Enfin, en avril, environ 75 personnes soupçonnées de soutenir Alassane Ouattara sont tuées à Yopougon par des forces loyales au président sortant. Alors que les massacres et les représailles se succèdent, la communauté internationale multiplie les pressions. Le 31 mars 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution exhortant Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir. Une semaine plus tard, la France et les Nations Unies commencent leur frappe contre les derniers bastions pro-Gbagbo à Abidjan. Une campagne qui se soldera le 11 avril par l'arrestation du président déchu. Et je suis donc en compagnie de Fanny Pigeot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste et auteur de France-Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Vous avez enquêté pendant 3 ans justement sur cette crise post-électorale. Alors aujourd'hui, à l'ouverture du procès, Fatou Bensouda, la procureure, a dit que Laurent Gbagbo était un homme qui s'était accroché au pouvoir. Est-ce que c'est aussi votre analyse ? Bien, quand on remonte en arrière, quand on retrace les faits, on se rend compte que non, pas exactement. Il ne faut pas oublier que Laurent Gbagbo est arrivé donc au pouvoir en 2000 et que dès janvier 2001, il y a eu une tentative de coup d'État contre lui et qu'ensuite il y a eu une autre tentative, puis la dernière c'était en 2002 et puis à partir de ce moment-là, le pays a été coupé en 2. Le nord étant tenu par la rébellion des forces nouvelles. En 2010, on nous a présenté Gbagbo effectivement sous un jour assez lamentable. Mais quand on retrace les faits, on voit que les choses ne sont pas passées telles qu'on nous les a racontées à l'époque et que Gbagbo a fait énormément de compromis et qu'en 2010, l'élection ne s'est pas passée aussi bien qu'on nous l'a dit. En 2010, il y a eu... Mais précisément, quel compromis vous avez découvert lors de votre enquête ? On se rend compte que, par exemple, la composition de la commission électorale indépendante ne correspondait pas, n'était pas équilibrée. Cette commission électorale était largement dominée par la mouvance de Ouattara, par des... Donc là, il y avait déjà un problème. Ça, c'est Gbagbo qui l'a accepté. Il a laissé faire. Il y a aussi la présence de l'ONU qui a joué un rôle pendant la crise. L'ONU aussi a pris parti pour Alassane Ouattara, ainsi que la France. Si on retrace l'ensemble de l'histoire de la Côte d'Ivoire à partir de 2000 et de l'arrivée au pouvoir de Gbagbo, on se rend compte que non, les choses ne sont pas passées telles que Bensouda va nous l'expliquer. Mais sur les faits, sur la violence, sur le commandement par exemple du bombardement du marché d'Abobo, sur les viols de femmes, est-ce qu'on... Alors on va voir ce que la procureure va montrer. En tout cas, son dossier pour l'instant apparaît très faible. Moi, ce que j'ai découvert pendant cette enquête... Elle a quand même plus de 5000 preuves. Oui, après, quelle sera la qualité de ces preuves pendant la phase préliminaire? Il y aura aussi 138 témoins qui seront entendus pendant ces 4 ans. Oui, alors on verra effectivement ce qu'ils disent. Toujours est-il que l'affaire d'Abobo dont vous parlez, il y a eu beaucoup de problèmes à Abobo dès l'entre-deux-tours de l'élection de 2010. Ça, on ne l'a pas dit. Mais à l'époque, il y a un certain nombre de civils armés, effectivement pro-Ouattara, qui ont commencé à attaquer les forces de sécurité pour récupérer des armes. Ça, on ne l'a pas dit. On n'a pas dit non plus que les forces nouvelles s'étaient réarmées de manière massive avant l'élection présidentielle et en
prévision de l'élection présidentielle et on fait la guerre aussi avant même. Vous dites donc que c'était quelque chose qui était préparé, il fallait s'attendre à cette explosion de violence? Il fallait s'attendre à cette explosion. Oui, absolument. D'autant plus que le nord de la Côte d'Ivoire était toujours sous contrôle de ces forces nouvelles qui n'avaient pas désarmé. Donc voilà, comment pouvait-on imaginer une élection dans un pays à moitié armé, une élection qui se passe bien? C'était impossible en réalité. C'est totalement impossible. Alors on va justement aller en Côte d'Ivoire voir comment ce procès a été suivi, parce qu'il y a encore 4 ans après les faits, une grande ferveur autour de Laurent Gbagbo. Comment ça s'explique justement qu'en Côte d'Ivoire et dans la diaspora, on soutient encore Laurent Gbagbo à ce point? Et on le soutient de plus en plus, parce qu'on en a fait quasiment un martyr, hein, en le transférant à La Haye, en l'accusant des faits annoncés par le procureur. Il était déjà très populaire. Il l'est resté parce qu'en plus, une partie des Ivoiriens, donc ceux qui le soutiennent, estiment qu'il a été injustement traité et que la crise n'a pas été celle que, encore une fois, on a dit, la manière dont elle s'est déroulée ne fait pas de Gbagbo un tyran comme on l'a expliqué à l'époque, enfin en tout cas comme les médias occidentaux l'ont expliqué. On a vu justement beaucoup de